الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عائشة Ahmed Miska, professeur de sciences naturelles. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'activité sexuelle femelle. On a déjà fait l'activité sexuelle mâle, donc aujourd'hui, on fait l'activité sexuelle femelle. On commence par l'organisation de l'appareil génital femelle. Donc, on commence par, on a l'activité sexuelle femelle. Donc, l'activité sexuelle femelle. Sexuelle femelle. On commence par l'organisation de l'appareil reproducteur femelle. L'appareil reproducteur femelle. Voilà. Donc l'appareil reproducteur femelle est constitué de deux ovaires qui sont deux gonades femelles. Les deux ovaires jouent deux rôles essentiels, la gamétogénèse et l'hormogénèse. Dans la gamétogénèse, on a la folliculogénèse et l'ovogénèse. Dans l'hormogénèse, c'est la sécrétion des hormones femelles. Les conduits génitaux qui sont formés de deux trompes, on a ici la trompe est constituée d'un pavillon et d'un oviducte. Donc ça c'est le pavillon, ça c'est l'oviducte. Chaque ovaire est lié à un pavillon et à une trompe. On a deux trompes. L'utérus, cet utérus qui est l'organe dans lequel évolue l'embryon, c'est aussi l'organe dans lequel il y a les menstruations. C'est la destruction de l'endomètre qui fait les menstruations. On a ici cet utérus qui se termine par un col utérin. L'utérus s'ouvre dans un vagin qui est l'organe d'accouplement femelle. Et le vagin s'ouvre à l'extérieur par une vulve, c'est l'organe femelle. Si on voit les jantes qui sont là, vous avez ici le vagin, vous avez ici l'ovaire, vous avez ici le pavillon, là l'oviducte. Le pavillon et l'oviducte forment ce qu'on appelle la trompe. Vous avez ici l'utérus, un seul utérus. Vous avez ici l'endomètre, c'est une partie de l'utérus. L'utérus est composé de trois parties. Donc vous avez le 5 et l'utérus. L'utérus est formé de trois parties. Le myomètre, c'est la partie musculeuse qui ne change pas durant le cycle. L'endomètre, qui est la muqueuse utérine, et la cavité utérine dans laquelle évolue l'embryon ou le fœtus. Donc ça, c'est l'appareil génital femelle. Et l'organe le plus important, c'est l'ovaire. Et on a ici une coupe longitudinale dans l'ovaire qui nous montre les différentes parties d'un ovaire. Cet ovaire montre deux parties, une partie externe ou périphérique ou corticale qui renferme tous les types de follicules plus ultérieurement le corps jaune après la destruction du follicule mûr, et une partie interne ou médullaire ou partie centrale dans laquelle il y a les vaisseaux sanguins et les tissus conjonctifs. Donc, si on essaye de voir les différents rôles de l'ovaire, on va commencer par la folliculogénèse. Il est constitué de deux gonades, rôle folliculogénèse, ovogénèse et hormogénèse. On a toujours dit que génèse, quand on a génèse à la fin, c'est-à-dire formation, folliculogénèse. Ovogénèse et hormogénèse. Voilà. Donc, des conduits génitaux deux trompes, c'est-à-dire deux oviductes et deux pavillons,
des oviducts plus 2 pavillons un utérus un vagin, les trompes, c'est le rôle pour l'oviducte. Pour l'oviducte, c'est le lieu de la fécondation. Pour le pavillon, aspiration du gamète femelle, c'est-à-dire l'ovocyte débloqué en métaphase quand il sort lors de l'ovulation. En utérus, c'est le siège des règles et le lieu de développement de l'embryon. Et bien sûr du fœtus, parce que l'embryon, quand c'est entre 0 et 3 mois, le fœtus, c'est entre 3 mois jusqu'à la naissance. Un vagin, qui est l'organe d'accouplement femelle. Un vagin, organe d'accouplement femelle. Le lieu d'accumulation des spermatozoïdes. Des spermatozoïdes lors d'un rapport sexuel. Bien. Donc, c'est les différentes parties de l'appareil génital. On peut citer des glandes annexes qui sont, par exemple, les glandes utérines, les glandes de Bartoli, qui jouent un rôle important dans la diffusion des spermatozoïdes lorsqu'ils séjournent dans le vagin. Donc, on passe alors à l'ovaire, qui est l'organe principal. On vient de dire que l'organe joue 2 rôles essentiels, la gamétogenèse et l'hormogenèse, c'est-à-dire folliculogénèse plus ovogénèse et hormogenèse. Si on regarde l'ovaire, ça c'est une coupe longitudinale de l'ovaire, elle nous montre 2 parties. Une partie corticale ou périphérique ou externe qui renferme tous les types de follicules, plus, s'il y en a lieu, le corps jaune. Une partie interne qui ne renferme que les vaisseaux sanguins et le tissu conjonctif. Donc, c'est quoi la folliculogénèse? On a dit que l'ovaire joue 2 rôles essentiels, la folliculogénèse et l'hormonogénèse, c'est-à-dire la production des hormones, la sécrétion des hormones et la production des gamètes femelles, plus la formation des follicules. On a devant nous un schéma qui montre la folliculogénèse. Cette folliculogénèse commence avant la naissance de l'embryon fille. Donc, au cours de la vie fœtale de la fille, un follicule primordial est formé, c'est-à-dire que les cellules souches dans les ovaires de l'embryon fille, on les appelle les gonies ou les ovogonies quand il s'agit d'une fille. Donc les gonies se multiplient par mitose pour donner des ovogonies. Ces ovogonies, quand elles subissent des mitoses, elles augmentent de nombre. Chaque ovogonie augmente de volume et s'entoure de quelques cellules folliculaires pour devenir un ovocyte 1. Cet ovocyte 1 qui est à 2 chromosomes doit entrer immédiatement en méiose, mais il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Parce qu'il y a des cellules folliculaires qui bloquent la division cellulaire. Donc un ovocyte 1 bloqué en prophase 1, entouré de quelques cellules folliculaires qui ne font même pas une seule couche, s'appelle un follicule primordial. Ce follicule primordial reste dans ces follicules primordiaux restent dans les ovaires de l'embryon fille entre 3 mois et 6 mois
il y a une augmentation très importante du nombre de ces follicules primordiaux. À partir du 6e mois, il y a le phénomène d'atrésie qui diminue considérablement le nombre de ces follicules primordiaux. À la naissance, ce phénomène continue. Donc, il est exprimé à peu près à 7 millions entre 3 mois et 6 mois. À la naissance, il est à peu près à 2 millions. À la puberté, il est à peu près à 400 000 ou quelque chose comme ça. Donc, une diminution très considérable du nombre de follicules primordiaux. Ces follicules primordiaux restent follicules jusqu'à la puberté de la fille. Après la puberté, après que la fille commence à sécréter les gonadostimulines, le follicule primordial se transforme sous l'effet de la FSH en follicule primaire. Donc ici, il y a une couche qui n'est pas complète de cellules folliculaires. Là, la couche est complète, c'est-à-dire que chaque follicule a un critère ou des critères par lesquels on peut le reconnaître. Ici, une couche qui n'est pas entière, là, une couche entière de cellules folliculaires. Le follicule primordial se transforme en follicule secondaire, donc il y a plusieurs couches de cellules folliculaires. La zone pellicide commence à apparaître, les tecs aussi commencent. Vous avez ici la teque externe et la teque interne. La teque externe a un rôle protecteur, elle est filamenteuse. La teque interne est glandulaire, elle a un rôle sécrétaire d'hormones. Le follicule secondaire se transforme en follicule tertiaire ou follicule cavitaire, qui est là, il a une petite cavité. Parfois, on peut remarquer que cette petite cavité, c'est plusieurs petites cavités. Parfois, ces petites cavités s'unissent pour faire une seule petite cavité qui est beaucoup plus petite que celle du follicule mûr. Donc, le follicule cavitaire, c'est celui qui va se transformer en follicule mûr lors de la phase folliculaire du cycle ovarien. Donc, ici, vous avez le follicule tertiaire qui va se transformer en follicule mûr ou follicule de Degraaff. Là, ce follicule est très important, il faut faire attention parce qu'on vous demande souvent de le légender. Donc le follicule tertiaire se transforme en follicule mûr. Dans le follicule, vous avez l'antrome qui est la cavité folliculaire remplie de liquide folliculaire. Vous avez les corons radiateurs, ce sont des cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte. Vous avez la zone pellicide qui est entre les cellules folliculaires et l'ovocyte. Vous avez ici les deux tecs, tecs externes et tecs internes. Donc ça, c'est le follicule mûr, c'est celui qui va expulser l'ovocyte D par le phénomène d'ovulation. Donc ces schémas nous montrent la folliculogénèse. Et vous savez que la folliculogénèse se fait en même temps que l'ovogenèse. L'ovocyte évolue dans le follicule. Et quand on veut schématiser très rapidement l'ovogenèse, la folliculogénèse, c'est l'évolution d'un follicule primordial en un follicule mûr. C'est l'évolution d'un follicule primordial en un follicule mûr. Sous l'effet de la FSH, sous l'effet de la FSH. Voilà. Le follicule, l'ovogenèse, pour la folliculogénèse, vous avez le schéma devant vous. Je viens de dire que chaque follicule a des critères de reconnaissance. Donc, on a ici dans ce sens, c'est follicule primordial, primaire, secondaire, tertiaire et mûr. Donc, l'ovogenèse maintenant. Vous savez, on a déjà fait la spermatogénèse. À la fin, on fera une comparaison entre la spermatogénèse et l'ovogenèse. Mais on sait que l'ovogenèse est un phénomène discontinu. On sait que l'ovogenèse commence dans les ovaires, mais ne finit pas dans les ovaires. L'ovogenèse est constituée ou passe par 3 étapes seulement, au lieu de 4, pour la spermatogénèse. Donc, quelles sont ces étapes? Elle passe par 3 étapes.
l'ovogénèse, elle passe. C'est un phénomène discontinu qui se passe ou qui passe par 3 étapes. Par 3 étapes. La phase de différenciation qu'on connaît chez la spermatogénèse est négligeable au niveau de l'ovogénèse. Phase de multiplication, on va essayer de faire ça sous forme d'un petit tableau. Multiplication. Dans cette phase, c'est les gonies ou les cellules souches dans les ovaires de l'embryon fille qui vont se multiplier par mitose pour donner des ovogonies. Les gonies, on peut les utiliser dans la spermatogénèse et dans l'ovogénèse. Et quand il s'agit de l'ovogénèse, on dit ovogonie, le résultat de cette multiplication. Quand il s'agit de la spermatogénèse, on dit spermatogonie. Donc, c'est des mitoses successives. Voilà. Pour la deuxième phase, qui est l'accroissement, la phase d'accroissement, c'est l'une de chaque ovogonie, ce n'est pas une seule, mais chaque ovogonie va augmenter de volume sans se diviser et donner un ovocyte 1. Ça, c'est des ovogonies. Deuxième chromosome. Ça, c'est ovocyte 1. Deuxième chromosome. Maintenant, la troisième phase, qui est la maturation. La maturation, c'est la méiose. C'est la méiose. On a la division réductionnelle. Et la division équationnelle. Division réductionnelle et division équationnelle. Voilà. Chaque ovocyte 1 va donner un ovocyte D plus un GP1. Ici, le cytoplasme est très inégalement réparti entre les deux cellules. Une grande cellule de volume normal, qui est l'ovocyte 2, et une deuxième cellule qui est très petite et qui est pauvre en cytoplasme, qui s'appelle le GP1. L'intérêt de cette cellule, c'est seulement d'amener la moitié des chromosomes. Toutes les deux sont N chromosomes mais fissurés. Donc ici, c'est ovocyte 2. Là, c'est GP1, premier globule polaire. C'est N chromosomes fissurés ou dupliqués. D'accord? Mais je signale que cette ovogénèse, comme j'ai déjà dit, n'est pas continue, elle est discontinue. Ça ne se passe qu'après la puberté, parce que cette première division réductionnelle se passe après la puberté, mais elle est aussi bloquée, ovocyte D, bloquée en métaphase D. Et quand est-ce qu'elle va subir la division équationnelle? Quand il y aura pénétration d'un spermatozoïde qui va activer la cellule, qui va faire le réveil physiologique pour que la cellule puisse continuer sa méiose ou achever sa méiose. Donc ici, on a, après la pénétration d'un spermatozoïde, ça c'est le spermatozoïde, s'il pénètre, cette cellule aussi va se diviser en deux cellules qui sont aussi inégales. Ça c'est ovocyte, qui est le résultat de la maturation. Et ça, c'est le GP2. Les deux cellules aussi sont N chromosomes simples. N chromosomes simples. D'accord? Donc, cet ovocyte va subir de simples modifications pour devenir un ovule. On dit ovocyte ou ovule.
Comme je viens de dire, la phase de différenciation est négligeable au niveau de l'ovogenèse. Donc, ça, c'est le rôle exocrine de l'ovaire. L'ovaire, je rappelle que l'ovaire joue deux rôles. Un rôle exocrine qui est la folliculogénèse, l'ovogenèse, et un rôle endocrine qui est la sécrétion des hormones. Donc ça, c'est le rôle exocrine. On va passer au rôle endocrine. On va faire une petite comparaison entre la spermatogénèse et l'ovogenèse. Ici, par exemple, pour la multiplication, qu'est-ce qui se passe pendant la spermatogénèse? Division des spermatogonies, c'est-à-dire des cellules souches, de la lignée germinale. C'est-à-dire, c'est la même chose, parce que ici, je vous ai dit qu'on peut dire gonie pour les deux. Donc, division des spermatogonies et des ovogonies, cellules souches de la lignée germinale par mitose. Dans les deux cas, dans l'ovogenèse et la spermatogénèse, c'est la même chose, c'est des mitoses pour les gonies, les cellules souches. Pour l'accroissement, on a un faible accroissement dans la spermatogénèse, mais un accroissement très important dans l'ovogenèse, et ça s'explique, c'est très clair, ça s'explique par le fait que le spermatozoïde est très pauvre en cytoplasme, il n'a pas besoin de cytoplasme, il va d'ailleurs éliminer une partie de son cytoplasme pendant la phase de différenciation, alors que l'ovocyte est très riche en vitellus, il est très riche en cytoplasme, donc la phase d'accroissement est très importante dans l'ovogenèse. Pour la phase de maturation, au niveau de la spermatogénèse, on a une méiose continue donnant 4 spermatides. Mais chaque spermatide va donner un spermatozoïde. Donc on a 4 cellules à la fin de la spermatogénèse, mais elles s'appellent spermatides. Ces spermatides vont subir de profondes modifications pendant la phase de différenciation pour donner des spermatozoïdes. Au cours de l'ovogenèse, la maturation, c'est une méiose qui est bloquée en métaphase 2 et s'achève lors de la fécondation, donnant un seul ovocyte 2. Donc, pendant l'ovogenèse, c'est une seule cellule fonctionnelle qui est ovocyte 2, plus 2 ou 3 globules polaires. Généralement, c'est 2, mais parfois, très rarement, on a 3. Dans le cas où le GP1 s'est divisé en 2, ce qui est très rare. La différenciation, on l'appelle aussi spermiogenèse, c'est des transformations des spermatides en spermatozoïdes. Elle est très importante dans la spermatogénèse. Elle est négligeable. On ne parle pas de différenciation dans l'ovogenèse parce que l'ovocyte est presque un ovule. Il subit de faibles modifications pour devenir un ovule. Bien. Donc, après avoir comparé la spermatogénèse et l'ovogenèse, on va passer au rôle endocrine des ovaires, qui est la sécrétion des hormones. Donc, l'hormogenèse, c'est la sécrétion des hormones. On distingue deux types d'hormones. On distingue deux groupes d'hormones. Deux groupes d'hormones. Les progestagènes, si on veut parler au pluriel, les progestagènes, dont la plus importante est la progestérone. Si on dit progestérone, progestagène, finalement c'est la même chose. Dont la plus active est la progestérone. Voilà. Et les oestrogènes, je reviendrai sur l'origine, et les oestrogènes, dont la plus active est l'ostradiol. Vous avez l'ostradiol, l'ostriol, l'ostrone, et la plus active, c'est l'ostradiol. Voilà. Donc, ces hormones toutes les deux sont sécrétées par les ovaires. Mais les progestagènes sont sécrétés. Ou si on veut commencer par la première partie du cycle, on sait que dans la phase folliculaire, c'est l'ostradiol qui est sécrété la première. Donc, l'ostradiol est sécrété par les cellules folliculaires et la thèque interne du follicule ou des follicules tertiaires et mûrs. La progestérone, maintenant,
elle est sécrétée uniquement par les cellules lutéales du corps jaune dans la deuxième phase du cycle ovarien. Quels sont les rôles de l'ostradiol et quels sont les organes cibles? L'ostradiol est sécrété, j'ai bien dit que l'ostradiol est sécrété par les cellules folliculaires et la tête interne du follicule. Quels sont les rôles qu'elle joue? On peut citer le développement des organes génitaux, le début de formation des glandes en tube et le début du développement de l'endomètre. L'ostradiol aussi est responsable de la formation ou de la synthèse des récepteurs de la progestérone sur l'utérus. L'ostradiol aussi fait diminuer la température du corps. Si l'ostradiol est à faible dose, elle exerce un rétrocontrôle négatif. Si elle est à forte dose seule, elle exerce un rétrocontrôle positif. Ça, c'est pour l'ostradiol. Quels sont donc les organes cibles? Quand vous cherchez les organes cibles, il faut toujours penser au rôle. Si on dit qu'elle joue un rôle important dans le développement des organes génitaux, donc les organes génitaux représentent des organes cibles de l'ostradiol. L'utérus représente un organe cible de l'ostradiol. Elle développe l'endomètre et elle fait les contractions du myomètre. Le CHH aussi, c'est un organe cible de l'ostradiol car quand elle est à faible dose seule, elle exerce un rétrocontrôle négatif. Quand elle est à forte dose seule, elle exerce un rétrocontrôle positif. Donc, en gros, c'est ça, ce sont les rôles, les organes cibles de l'ostradiol. Pour la progestérone, elle est sécrétée uniquement par les cellules lutéales du corps jaune. La progestérone a 3 rôles antagonistes avec l'ostradiol. L'ostradiol fait les contractions utérines, alors que la progestérone fait le silence utérin ou le calme utérin. L'ostradiol diminue la température du corps, la progestérone augmente la température du corps. L'ostradiol favorise l'augmentation de la glaire cervicale ou rend la glaire cervicale favorable au passage des spermatozoïdes, alors que la progestérone rend la glaire cervicale défavorable au passage des spermatozoïdes. Donc la progestérone augmente la température corporelle, la progestérone est responsable du calme utérin, la progestérone est responsable aussi du développement maximal de l'endomètre, donc la formation de la dentelle utérine. Donc grand 3, on va passer maintenant à grand 3, cycle sexuel. Cycle sexuel chez la femme. Bien sûr, on parlera de sa régulation, cycle sexuel chez la femme. Voilà. Donc, le cycle sexuel, c'est l'ensemble des modifications que subissent tous les organes génitaux d'une femelle pendant une période donnée. Chez la femme, cette période est estimée à 28 jours. Ce cycle commence à la puberté et se termine à la ménopause. Le cycle principal ou l'organe principal dans ces organes, c'est l'ovaire. Donc le cycle principal, c'est le cycle ovarien. Le cycle ovarien est constitué de 2 phases principales qui sont séparées par un phénomène instantané qui est l'ovulation. Dans cette phase folliculaire, qui est la première phase, on l'appelle phase folliculaire, on l'appelle aussi phase pré-ovulatoire, on l'appelle aussi phase post-menstruelle, quand on est dans l'utérus. Donc, c'est la transformation d'un follicule tertiaire en un follicule mûr. Bien sûr, sous l'effet de la FSH, comme on vient de dire. Donc, cette phase folliculaire se termine par un phénomène instantané dont on ne lui a pas donné une période parce qu'on dit que la phase folliculaire, c'est 14 jours, la phase lutéale, c'est 14 jours. Le cycle commence par le premier jour des règles et se termine par le premier jour des règles suivantes. Donc, la phase folliculaire, ici, à la fin de la phase folliculaire, on a ce phénomène qui est l'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase D. Et la phase lutéale, elle est caractérisée par la transformation du reste du follicule, on l'appelle follicule éclaté ou follicule rompu, en un corps jaune qui évolue et à partir du jour 21, il commence à régresser
pour se détruire complètement à la fin du cycle dans le cas où il n'y a pas de fécondation. Dans le cas où il y a fécondation, on ne parle plus de cycle, c'est autre chose. On parlera de ça, Inch'Allah. Mais on sait que le cycle ovarien est le cycle principal dont d'autres effecteurs dépendent de ce cycle. Comme par exemple le cycle utérin, le cycle de la température, le cycle de la glaire cervicale. Là aussi, parce qu'on a déjà parlé des hormones, on peut exploiter ces courbes pour montrer que l'ostradiol est sécrété pendant la phase, c'est la courbe en rouge, elle est sécrétée pendant les 2 phases, pendant la phase folliculaire par les cellules folliculaires et la tête interne des follicules tertiaires et mûrs. Donc elle connaît un pic important juste avant l'ovulation. D'ailleurs, c'est la cause principale de l'ovulation parce qu'il exerce un rétrocontrôle positif. On n'est pas là-bas, c'est-à-dire quand on verra la régulation, on parlera de ça. Et un autre pic qui est moins important au milieu de la phase lutéale, vers le jour 21. La progestérone qui est absente pendant la phase folliculaire connaît un seul pic très important au milieu de la phase lutéale. Cette hormone est sécrétée par les cellules lutéales du corps jaune. D'accord? Donc, on va juste écrire que le cycle sexuel, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des modifications que subissent les organes génitaux d'une femelle. Si je dis femelle, ça veut dire que ce n'est pas seulement la femme, ce n'est pas seulement chez la femme qu'on parle de cycle sexuel. Les organes génitaux d'une femelle pendant une période donnée. Voilà. Donc cette période est estimée chez la femme à 28 jours. Donc on va prendre un cycle ovarien qui est le cycle principal. Le cycle principal est celui des ovaires. Il est constitué de 2 phases elle se passe pendant une période d'environ de 14 jours. Donc elle dure environ 14 jours. Phase lutéale ou post-ovulatoire. Qui dure aussi 14 jours. Ces 2 phases sont séparées par un phénomène instantané appelé ovulation. Voilà. Je signale donc que ce cycle ovarien
est très important car d'autres cycles dépendent de lui. Par exemple, le cycle utérin. Vous savez que dans les expériences qu'on a l'habitude de faire, si on fait l'ablation dans l'utérus, l'activité ovarienne ne change pas. Mais quand on fait l'ablation des ovaires, c'est le cycle, l'utérus qui va s'atrophier, le cycle utérin va s'arrêter, donc l'utérus dépend des ovaires. Donc, pendant le cycle utérin, qu'est-ce qui se passe? Pendant la phase folliculaire du cycle ovarien, c'est une phase qu'on appelle dans le cycle utérin, donc cycle utérin, on distingue deux phases. Deux phases. Une phase post-menstruelle une phase post-menstruelle qui correspond à la phase préovulatoire du cycle ovarien, préovulatoire du cycle ovarien. Dans cette phase, le myomètre commence à l'endomètre, c'est le début du développement de l'endomètre, c'est le début de la formation des glandes en tube. Donc dans cette phase, dans cette phase, on observe un début de développement de l'endomètre, un début de formation des glandes en tube, des glandes en tube, une deuxième phase qui est une phase prémenstruelle. Parce que vous savez qu'à la fin du cycle, je viens de dire que le premier jour des menstruations, c'est le dernier jour d'un cycle et c'est le début d'un autre cycle. Donc il y avait la phase lutéale, donc une phase prémenstruelle, qui correspond à la phase lutéale ou post-ovulatoire du cycle ovarien. Dans cette phase, on observe un développement maximal de l'endomètre. On peut dire formation de la dentelle utérine. Des glandes en tube, des glandes qui sont sinueuses et très développées. Des glandes très développées. On dit sinueuses, c'est-à-dire, voilà.
Donc, le cycle utérin, qu'on peut schématiser, si vous voulez, on a ici 0, on a ici 14, on a ici 28. Donc, pendant cette période, pendant les 5 premiers jours, c'est les règles ou menstruations, 0 à 5 jours. Après les menstruations, on a l'endomètre, les glandes en tube qui se développent très lentement. Bien sûr, dans lesquels il y a des vaisseaux sanguins qui ne sont pas très développés par rapport à la deuxième phase. Ici, les vaisseaux sanguins, je peux les mettre en rouge. Vous avez ici des vaisseaux sanguins. Qui ne sont pas très développés. Pendant la deuxième phase, le développement devient beaucoup plus important et les vaisseaux sanguins donc à la fin c'est la dentelle qui va se détruire à la fin. Ici, les vaisseaux sanguins qui sont spiralisés. Et qui vont se détruire à la fin. Ici aussi, c'est les règles. Voilà, donc ça, c'est la phase pré-menstruelle. Ça, c'est la phase post-menstruelle. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. J'espère qu'on se verra dans d'autres leçons, Inch'Allah, et d'autres applications aussi du cours. Merci de votre attention.